Nous sommes dans le petit hameau de Trou-de-Bosson, dans l'entité des Ouailles. Nous sommes ici dans un refuge qui a été créé à l'initiative d'une personne privée, une personne complètement atypique, une espèce de baroudeur au cœur d'or. Je vous propose de le rencontrer. Jean-Michel Istas, bonjour et merci de nous accueillir chez vous, dans votre association et aussi votre refuge, puisqu'ils portent tous les deux le même nom, oui. Wolf Eyes, le regard du loup. Alors, Jean-Michel, je pense qu'au départ, vous n'étiez pas formaté nécessairement pour vous occuper du bien-être animal. Non. Vous êtes rentré dedans, comme ça, un petit peu par hasard. Vous y avez laissé des plumes, sans mauvais jeu de mots. Oui. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous raconter votre vie Il n'y a pas de souci. À ce sujet-là? Donc j'ai commencé, je veux dire, la première approche animale, c'était avec un loup chez Forestier à l'enseignement, le parc de l'Arrêt. Donc là, j'étais subjugué par l'animal déjà à 4 ans. Par mes petits copains, je vais dire, eux avaient peur du loup dans l'histoire des 3 petits cochons. Moi, j'adorais déjà le loup. Donc j'ai commencé comme ça ma première approche par rapport au niveau des loups. Et puis j'ai toujours aimé les animaux. Je veux dire, même quand mes petits copains jouaient au football à l'école, moi j'allais observer les fourmis. Donc j'ai toujours eu cette approche animale en moi, quelque part. Comme beaucoup de personnes, ben, on a une vie, donc j'étais à l'école et puis j'ai eu un travail, un boulot gamin, je vais dire ça comme ça. Donc j'ai repris un peu du recul au niveau des animaux. Même au sein de la famille, je ne pouvais pas avoir d'animaux chez moi. J'ai dû attendre d'avoir 15 ans pour avoir mon premier chien. Donc j'ai vraiment toujours eu cette accroche au niveau de l'animal et j'ai toujours eu un feeling, même avec des animaux un peu agressifs, j'ai toujours eu un feeling qui est super bien passé. Donc j'ai fait ma vie, j'ai même été chauffeur poids lourd, donc j'ai pas mal voyagé aussi. Et vers 30 ans, ben, j'ai eu un burn-out, on va dire ça comme ça. Et j'en ai profité pour partir en France, chez un monsieur qui avait des loups, et là vraiment vivre ma passion au niveau des loups. Et ça a commencé comme ça, vraiment mon approche au niveau des loups. Qui crée le grand méchant loup, c'est pas vous. Ah non, du tout, surtout qu'il n'y a rien à créer au niveau du loup. Donc ça reste dans l'imaginaire de l'humain, je vais dire, et dans les histoires, dans les contes et légendes. Mais le loup n'est pas un animal agressif du tout. Et cette passion que vous avez développée pour les animaux, ben, elle vous a coûté cher au niveau de votre vie à vous. C'est une vie un petit peu, je vais dire, atypique. C'est une vie, on n'a pas une vie, on ne greffe pas, je veux dire, la protection animale, c'est vous qui vous greffez sur la protection animale. Donc je vais prendre même sur les 5-6 dernières années, avec mon ex-femme, c'était du 24 heures sur 24, du 7 jours sur 7, et quelque part, vous vous oubliez. Donc à ce moment-là, il peut arriver qu'il y a des divergences de chemin, et chacun fait un peu sa route. Donc c'est vrai que c'est une vie où vous ne comptez pas, vous êtes tout le temps dedans. Même ici, pendant l'interview, admettons, j'ai vraiment un gros cas dans la région, ça se trouve, je prends mon baluchon et je pars sur le cas de maltraitance ou sur le sauvetage. On est toujours pendu quelque part à un clou au niveau des sauvetages ou même au niveau par rapport à d'autres dossiers. Vous avez donc en quelque sorte sacrifié une partie de votre vie privée pour la cause animale. Je ne sais pas si on peut parler de sacrifice, dans le fond. Avec le recul, je vais dire par là, c'est quelque chose que j'ai en moi, que je dois vivre de toute façon. Et c'est vrai que c'est des fois difficile d'avoir des partenaires, on va dire ça comme ça. S'ils sont moins impliqués que nous, ça peut causer problème, c'est vrai, sur le long terme. C'est une passion dévorante. Ah, c'est le cas de le dire, oui. C'est le cas de le dire. Ouvrons le chapitre chat, si vous le voulez bien, Jean-Michel. Ouais. Alors, les chats qui viennent chez vous, ce sont des chats errants, des chats perdus? Il y a une majeure partie qui sont d'eux-mêmes. Il faut savoir que quand je récupère des chats, j'aime bien leur donner une bonne nourriture. Donc je ne vais pas citer des marques, mais je donne de la bonne nourriture. Et vous allez voir sur le site, il y en a un peu partout. Donc ce qui se passe, les chats errants du coin, étant donné qu'eux doivent déjà chasser, donc c'est très difficile, s'ils savent qu'il y a pas de nourriture, ils viennent déjà. Moi, j'ai des chats qui viennent, je ne peux pas les chasser. Donc je ne peux pas dire, les miens, entre guillemets, mangent, mais toi, tu ne manges pas. Donc en gros, ça a démarré comme ça. Donc on a démarré avec des chats qui sont plus d'eux-mêmes. Il y a énormément de gens qui abandonnent leurs chats quand ils déménagent, donc ils se retrouvent tout seuls. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent chez moi. Il y a eu des sauvetages aussi, des chats qu'on a été chercher. Ici, maintenant, à l'heure actuelle, j'ai 16 chats. Donc ce sont il y a 2 adopteurs dedans, enfin 2 qui vont être adoptés, mais dans les 14 chats qui me restent, ce sont des chats que je ne sais pas replacer. Pourquoi? Par souci, je vais dire, de caractère. Certains qui sont très peureux, même moi, j'en ai ça fait 4 ans qu'ils sont chez moi, je ne sais pas toucher. Donc ils gardent quand même la peur de l'humain, c'est du sauvage, donc ils gardent la peur de l'humain. Il y en a d'autres qui se sont très bien faits, par exemple. Je crois que les chats que vous proposez à l'adoption sont éduqués d'une façon un petit peu particulière et je voudrais bien que... J'essaye, je veux dire que, voilà, je vais parler plus au niveau d'un chaton, parce qu'un chat adulte, voilà, celle-ci, c'est la petite qui est là, je n'ai pas encore eu trop le temps de la mettre avec les chiens, mais ça se passe pas trop mal. Mais quand j'ai fait des chatons, ce que je fais, je vous dis, je les mets d'abord dans le PS quarantaine, ils passent par ici, et puis je les incorpore dans la maison, parce que j'ai mon vieux malinois, mon vieux berger malinois, qui lui va
sociabiliser le chat vis-à-vis des chiens. C'est le moniteur. Moi, c'est mon vieux singe. Là, il est en fin de vie pour le moment, mais il m'en a sociabilisé des dizaines. Il faut savoir que sur 5 ans, on a plus ou moins, 6 ans, on a plus ou moins fait 400 sauvetages, et il en a vu passer des zouaves qui lui mordaient les pattes, qui lui mordaient les oreilles, la queue, et il est toujours resté très zen. Des fois, il explique au chat qu'il y a des limites, donc il grogne un petit peu, il clappe dans le vide, il n'a jamais touché aucun chaton. De moins, quand les chatons partent ici, comme je dis, ils sont stérilisés, ils sont pré-vaccinés, il y a une puce d'identification, et ils sont OK chat et OK chien. Donc ils arrivent, et en plus, moi je demande un suivi. Donc une fois qu'ils sont partis, je demande un retour. De toute façon, j'ai un contrat d'adoption avec des clauses assez sévères dedans. Donc j'ai toujours un retour par la suite si le chat est bien, s'il est bien chez les personnes. Et même s'il y avait un problème dans le futur, ils peuvent me remettre le chat chez moi. Et que je remettrai à l'adoption. Et ça leur coûte combien aux acquéreurs? Je vais dire, ici avec les 3 vaccins, parce que moi, par rapport à d'autres associations, qu'eux n'en font que 2, moi j'en fais 3, c'est 140 € avec ce que je vais dire, stérilisation, vaccin. Je veux dire, si eux, maintenant, c'est obligatoire, de toute façon, depuis le 1er avril, de stériliser son chat et d'identifier. S'ils le font par eux-mêmes avec les vaccins, ça va leur coûter minimum le double. Et encore, je parle dans la région, donc ici, une stérilisation d'une femelle, ça coûte entre 110 et 140 €. Vous êtes sur Bruxelles, vous êtes des fois 200, 250 €. Donc, je veux dire, c'est la moitié du prix. Et en plus, ils ont un chat, un package fini, qui peut prendre chez eux, et ils vont passer une vie extraordinaire avec leur petit animal. Et l'assurance que si ça ne va pas, ils peuvent le ramener. Ils peuvent le ramener. De toute façon, moi je ne peux pas. Je veux dire, le fait de sauver un chat, vous le mettez dans des bonnes conditions. Si c'est pour le remettre dans des mauvaises conditions, il vaut mieux le récupérer, reprendre le temps, peut-être de retrouver la bonne personne. Moi je fais des prévisites chez les gens, donc je ne mets pas un chat comme ça. Même par rapport à moi, même des gens me trouvent extrémiste quelque part. Moi, c'est des enfants trop turbulents, je ne mets pas le chaton là-bas. Il faut vraiment un cadre. Ce sont des animaux qui ont déjà souffert. Donc ce ne serait pas correct de moi de les remettre dans des conditions où ils n'auront pas bon. On est dans le bien-être animal et c'est le but. Donc voici la pièce des chats errants. Donc tous les chats, je veux dire, qui sont sur le site ont la possibilité de rentrer même dans la maison, mais il y a certains qui ne veulent pas le faire par peur. Donc ici, il y a une pièce aménagée. Vous pouvez voir, il y a plein de petits coussins un peu partout. Ils ont des croquettes à volonté. Le matin, ils sont nourris avec du mou, le soir aussi. Donc ici, ils sont vraiment en sécurité. Donc derrière, il y a la pièce qui donne sur le champ. Donc il y a une petite robe pour donner accès à la prairie. Et ils ont toute cette magnifique nature pour être bien, pour se promener. Et ils savent qu'ils ont à manger minimum 2 fois par jour au mou et des croquettes à volonté. Et l'hiver, pareil, ils restent ici. Comme ça ne les oblige pas à rentrer chez nous. Parce qu'il y en a certains que j'ai depuis 4 ans, je ne sais même pas approcher. Ils restent très sauvages, vraiment comme un animal sauvage. Ils arrivent quand même à avoir une distance de sécurité de 1 mètre pour certains. Il y en a d'autres qui m'ont fallu 3 heures pour toucher ou caresser. Donc ici, ils ont un petit havre de paix sur le site avec disposition de la nature. Alors cette petite-là, elle va partir. Ça, c'est la petite misère, comme je l'appelle. Je l'ai eue il y a 2 mois d'ici. Elle a déclaré un coronavirus, ainsi que son frère et sa sœur. Hélas, pour son frère et sa sœur, ça s'est déclaré au pif, donc ils sont décédés, on a dû les euthanasier. Et cette petite-ci, j'ai dû la nourrir à la seringue, donc c'était vraiment un gros sauvetage, je passais presque toutes les heures, donc elle avait une dysenterie énorme. Donc voilà, elle est restée 2 mois avec moi, on a passé des centaines d'heures ensemble, et ce soir, à 17 h, pas dire à mon grand regret, parce que ça fait partie du jeu des sauvetages, elle ira chez son adoptante, donc moi j'aurai des retours dans le futur, mais ça on a toujours le cœur gros, quoi, parce qu'on elle est passée près de la mort, je vous dis à quelques minutes près. Et puis c'est des fois assez rare de sauver des chatons, surtout quand ils ont des grosses maladies comme ça. Donc je devrais me rendre à l'évidence que les petits bisous sur la tête sera fini, quoi. Et on passera des autres. Et je me souhaite une longue vie, voilà, c'est quand c'est mon souhait. Mais quand on vous parlait de baroudeur au cœur d'or, en voilà la preuve. Et regardez la place qu'elle a, quoi. Et cette place-là, elle gardera parce qu'elle m'a fait grandir aussi. Parce que j'étais pas au niveau des soins, c'était très difficile, c'est la première fois pour moi aussi. Et on a pris ensemble à faire des soins, à se laisser un peu faire quand je la gardais. On n'avait pas envie de prendre les médicaments. Et voilà, on passe à des autres. Donc c'était un peu mon professeur aussi, elle m'a instruit et je le remercie, quoi. Voilà. Comme quoi, on a tout à apprendre des animaux. On a tout à apprendre.